Parfait. Bonsoir tout le monde, il est 19h30, on va démarrer. Je voudrais juste mentionner que la pêche est située en territoire algonquin, Anishinaabe non cédé. Il y a eu c'était le troisième grand rassemblement municipal. C'est un événement organisé par l'UMQ. Cette année, c'était à Gatineau. Là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de une couverture médiatique à ce sujet-là, mais c'est un très bel événement où c'était présidé par le chef Dylan White Duck. Dylan White Duck, qui en fait est résident de notre municipalité, résident de la pêche, aussi habite évidemment là, à Kitigan-Zibi. Mais beau rassemblement avec beaucoup de gens un peu partout du Québec, des gens pour qui c'était la troisième rencontre. Là, donc, juste mentionné, j'étais présent. C'était la deuxième fois où j'allais au grand rassemblement. Le premier qui avait eu lieu à Montréal, j'y avais été à l'époque, là, avant la pandémie. Mais bref, un bel événement. Puis j'espère qu'il y aura une continuité là, régionale. Il y a clairement un engouement. Puis moi, je vais suivre de près là, l'évolution je dirais, ce projet régional-là en Outaouais. Donc, la séance est ouverte. Il y a environ, on estime qu'il y a 35 personnes dans la salle. Il y a des gens en ligne aussi. Il y a une douzaine de participants en ligne. 8 participants en ligne, pardon. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Puis on a un ajout à l'ordre du jour, c'est en 7F, 7K, M. Derry? F. 7F, donc l'acquisition d'une fourgonnette modèle 2023. Est-ce que j'ai un proposeur, proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Parfait. Puis on va tout de suite y aller avec la période de questions. Il y a 4 personnes dans la salle qui sont enregistrées. Est-ce qu'il y a des questions en ligne aussi? Une question en ligne? On va commencer avec les gens dans la salle. Donc, j'inviterai Daniel Kingsbury. Bonjour. C'est pour faire suite au questionnement que j'ai posé la dernière fois. Je n'ai pas eu de réponse. Vous voulez dire sur si j'ai besoin d'un bâtiment sur chacun de mes lots pour déplacer ma roulotte. Numéro 1. Oui. Numéro 2, il y avait le plan de forestier que je vous ai fourni. Oui. Vous l'avez reçu? Je l'ai bien reçu, oui. OK. Puis l'application des restrictions pour les quais. Parce qu'à l'entour d'un de mes lacs, il y a 11 chalets, puis il n'y en a pas un qui a droit à avoir un quai. OK. Ben, pour la question de la foresterie, là, j'ai déjà discuté avec la MRC, là, puis j'attends plus d'informations. Là. Parfait. Pour ce qui est de votre dossier en particulier, là, je ne sais pas si vous avez eu aucun retour. J'étais censé rencontrer l'ingénieur forestier. Il est venu, il a rencontré mon cousin, mais il ne me l'a pas dit. Fait que l'ingénieur forestier ne m'a pas appelé. Puis, mais au niveau de votre dossier, là, par rapport au quai, puis... OK, il n'y a personne qui m'a contacté. Ni par rapport à la remorque? Non. OK. Ben, là, je pense la balle à mon collègue. Fais juste un suivi, ça. Parfait. Là, j'ai une nouvelle question. Oui. La charrue a fait l'amusante, a détruit mon bac à recyclage. Le déneigeuse. OK, oui. Moi, je prends mon tracteur, je fais une coche pour mettre mes bacs à recyclage. Oui. Je pense que votre opérateur de déneigeant, il a un sens de l'humour un peu poussé. Parce que quand que je fais un trou, il en profite pour bourrer un paquet de neige. Et si mes bacs sont là, ben, il les envoie dans le fossé. Mais là, ce coup-ci, il en a cassé un. Fait qu'est-ce que je fais? Je me fais-tu rembourser mon bac? Ben, ou que je m'arrange pour guérir le déneigeur? Probablement plus facile de se faire rembourser. Maintenant, puis ça, bon, c'est au cas par cas. Là. Je veux dire, il y a eu des problèmes des fois avec des bacs brisés ou c'est par rapport au camion de poubelle. C'est pas le camion de poubelle. Là, c'est le camion de déneigement. Il a brisé la roue de déneigement. Est-ce que vous avez contacté la municipalité? Non, je vais le faire, c'est pour ça que je voulais amener de mon question. Oui, les gens vont contacter la municipalité dans des cas comme ça, puis tout dépendamment des circonstances, là, des fois, ils ont une entente ou non. Là. Parfait, je vais amener une roue, puis il va voir la roue brisée. Parfait. Merci. Puis je sais que en fait, les fournisseurs de plus en plus là, vont vendre des pièces, soit des couvercles, par exemple, ou des roues. Là, les gens il y a des bris, on le reconnaît que la levée. Il y a 2 ans, mais ça, c'est moins grave. Ouais. Puis on reconnaît que la levée mécanique là, pour les déchets, ça cause plus de bris. Si votre bac a déjà 15 ans, par exemple. Mais sachez que de plus en plus, là, les commerçants locaux tiennent des pièces
les pièces détachées, dans le fond, là, des bacs, là, donc le couvercle, les roues, etc. Parfait. Mais je vous invite à aller au bureau municipal ou contacter le bureau. Merci beaucoup. Je ne vous garantis pas qu'ils vont vous rembourser, c'est toujours Ouais, cas par on va cas. voir cas par cas. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Il y a Steve Dufour pour la dérogation de 35 chemin B-Simon. Ouais. Prendre un petit peu de temps. Oui, juste l'ajuster un peu la hauteur. Oui, bonjour. Oui. OK. Je voulais juste prendre un petit peu de temps pour expliquer mon cas aujourd'hui. Je suis content d'être ici. Je travaille sur le dossier depuis la fin octobre 2022 sur notre plan de rénovation, mais aussi sur le plan qui vise à régler un problème qu'on a hérité lorsqu'on a acheté le chalet. Puis je vais aller un petit peu plus en détail tantôt. C'est un plan de rénovation, oui, pour un chalet qui date depuis 1965. Il est très âgé, il est en train de tomber en morceaux. Il est dans la zone riveraine au complet, tout le cadastre du chalet. Et lorsqu'on a acheté le chalet aussi, on avait une portion, il y avait une douche qui était sur le plan, et cette douche-là n'était pas raccordée. Fait qu'on est avisé lorsqu'on a acheté, veuillez raccorder cette douche-là. Il a fallu que je la soulève. Là, quand on l'a soulevée, on dit, ben, ça vous aurait pris un plan pour pouvoir. Fait que depuis ce temps-là, cette douche-là est là. Fait que là, je suis ici. J'ai travaillé de bonne foi avec la Ville de La Pêche pour essayer de trouver une solution gagnante. J'ai présenté un plan de rénovation, mais ça inclut une partie, ça prend une dérogation mineure pour ces deux murs adjacents au bâtiment présentement. C'est une distance de 1,84 par 2,44. Et j'ai présenté ça aux urbanistes, puis avec le chef, avec M. Girard à la Ville de La Pêche. J'ai eu une rencontre avec lui pendant 1h23. Il était correct. Il a dit, Steve, il dit lors de la présentation, tu peux peut-être clarifier 4 points qui peut-être avaient mal été compris, puis qu'il y aurait besoin de clarification. Fait que je vais passer à travers les 4 points pour vous rassurer. Si c'est correct. Ben, moi, en fait, moi, je recommande toujours aux gens, là, quand les gens arrivent au conseil pour un dossier qui a déjà été analysé par le CCU, ce que je dis aux gens, c'est est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que vous voulez apporter aujourd'hui qui n'avaient pas été présentés au comité? Puis si la réponse, c'est oui, j'ai tendance à vous dire, ben, écoutez, demandez de revoir le comité. Parce que de toute façon, ça me surprendrait que le conseil ce soir dise OK, nonobstant là, ce que le comité a recommandé, on va écouter, on va tout prendre ce que vous nous dites, puis on va rendre une décision, puis avec certitude. C'est peu probable que ça arrive. Fait que moi, je dirais comme s'il y a des éléments nouveaux, retournez voir le CCU, puis ils vont pouvoir être pris en compte par le CCU, puis le CCU fera une recommandation au conseil en fonction de ces nouveaux éléments-là, voyez-vous. Parce que c'est vraiment la meilleure façon de procéder. Comme vous pourriez tout nous expliquer ça ce soir, puis moi, je vous garantis à peu près à 100% qu'on ne prendra pas de décision. On va simplement vous dire, écoutez, on va renvoyer le dossier au CCU. Le CCU n'est pas en mesure d'approuver la dérogation mineure. Le CCU fait une recommandation au conseil. En ce moment, la recommandation, si je ne me trompe pas, elle est négative. Le CCU, en ce moment, dit on ne vous recommande pas, conseil, d'accepter cette dérogation-là. C'est pour ça que je vous dis s'il y a des éléments nouveaux. Puis en plus, ce que je comprends, c'est que M. Girard, qui est officier municipal, vous a dit, ben, moi, je vous recommande de clarifier certains éléments-là. Ben, moi, 100%, je vous dis, retournez voir le CCU. C'est sûr que ça rallonge, ça rallonge un peu. C'est pour ça que je voulais que ça soit un projet, ça fait longtemps que je commence. Je comprends. L'hiver est très coriace cette année, donc je pense que le début des travaux, c'est pas pour tout de suite, là, mais moi, je vous dirais sans équivoque, là, allez. C'est votre conseil que vous me donnez. Je Absolument. retourne à M. Girard, puis M. je suggère de retourner au CGU avec l'information. Absolument. Je ne sais pas si. Parce qu'on a fait faire un plan révisé suite au conseil du CGU, puis la clarification qu'il voulait. OK. CCU, c'est jeudi prochain. La prochaine réunion du CCU, c'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain? Donc, vous pourriez être invité pour aller mentionner ces éléments-là. OK. Je communiquerai avec M. Girard demain, quelque chose comme absolument. ça. C'est ce que vous me suggérez. Oui. OK. Merci. Merci beaucoup. Francis, mais c'est ça. Si on retire la résolution de ce soir, ça retourne automatiquement au CCU. Donc, on l'enlève de l'ordre du jour, puis ça retourne au CCU.
Parce que si on nous demande de voter ce soir, il faut voter sur ce qu'on a devant nous. Donc, on retire la résolution, ça retourne au CCU qui est jeudi, là, donc c'est même pas une semaine. Là. Non, mais c'est cette semaine. C'est jeudi cette semaine. Bon. Puis ensuite, ça revient. Non, c'est jeudi. Jeudi de la semaine. Mais ça va revenir à la séance du mois de mai. Exact. Fait qu'il est jeudi de cette semaine ou l'autre semaine? Jeudi de la semaine prochaine. OK. Oui, le 13 avril. Est-ce que M. Girard va être informé de ça, que je vous avais suggéré de retourner? Ça va être dans les notes de la Oui, décision? ça peut être. Le message va être fait. OK, merci. Super. Puis il y avait un commentaire. Ça va? OK. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Patrick Dumas du Ciel. Le Ciel, c'est un centre qui fait de l'accompagnement là, pour l'emploi avec les jeunes. Entre autres, il y a un agent en immigration. Le Ciel avait demandé de pouvoir venir saluer le conseil puis parler d'un nouveau projet. Donc, on vous écoute, M. Dumas. Merci, bonne soirée. C'est ça, avant c'était le Ciel, aujourd'hui c'est le Carrefour Emploi des Collines parce qu'on est maintenant un Carrefour Jeunesse Emploi, ce qui n'existait pas dans la MRC des Collines avant. Vous aviez qu'accès en ville. Donc maintenant, on a accès pour les 15-35 ans à des services dans la MRC des Collines qui inclut les 6 municipalités de la MRC des Collines, incluant la pêche. Comme service qu'on offre aux 15-35 ans, c'est tout ce qui est en lien, oui, avec l'employabilité, avec l'autonomie personnelle et sociale, donc développer les budgets, mon premier appartement, je m'en vais en ville, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide parce que j'ai de la misère à l'école, j'ai de la misère à persévérer, j'aurais besoin d'aide, on va l'accompagner là-dedans. Après ça, en ce moment même, à l'école secondaire, on a un petit projet d'entrepreneuriat. On essaie aussi de leur apprendre l'entrepreneuriat de base. C'est une éducation. Comme le projet qu'on fait en ce moment, les jeunes s'en vont à Washington. Ils veulent ramasser de l'argent parce que ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de donner 500$ à leur enfant pour s'en aller à Washington. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec un autre organisme qui nous fournissait la bouffe. Fait que les jeunes apprennent à cuisiner. Puis ils vendent la bouffe à l'école secondaire depuis maintenant 1 mois et demi, 2 fois par semaine, à des prix vraiment pas bas. Je pourrais dire, c'est un pâté chinois à 4$, on s'entend que c'est bas. Maintenant, ils sont déjà rendus à 500$ de ramasser. Fait qu'il nous reste environ 1 mois d'après moi, puis le projet va être clos. Fait que ça, c'est un des services qu'on aide en ce moment. On est souvent à l'école secondaire aussi pour aider avec le 2e cycle du secondaire, donc secondaire 3, 4, 5. Dans les autres services qu'on a, c'est pour tout le monde, 15 ans, 99 ans, service d'employabilité. Cherchez une job, vous ne savez pas comment faire, venez nous voir, on va vous aider avec toutes les étapes. Vous voulez retourner à l'école, vous ne savez pas comment faire, même chose, on va aller voir, on va vous aider. On a aussi service pour les entreprises. Tu sais, vous n'avez jamais fait d'offre d'emploi, vous ne savez pas comment faire, vous nous appelez, on peut vous aider à faire votre offre d'emploi. Des fois, on a des petites banques de CV, c'est sûr qu'en pénurie de main-d'œuvre, c'est pareil pour tout le monde, même nous, nos bureaux ne sont pas remplis, mais tu sais, on a quand même certains clients, fait qu'on peut aider avec ça. Ou même encore, vous avez des idées puis vous voulez essayer des choses nouvelles dans votre entreprise, peut-être qu'on pourrait vous aider. Ou vous voulez connaître les services du gouvernement du Québec, on peut vous aider avec ça aussi par rapport aux entreprises. Un autre service qu'on a, comme M. Lamoureux disait, c'est qu'on aide les nouveaux arrivants à s'installer sur le territoire. On sait qu'en pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de nouveaux arrivants pour nous aider à combler les postes pour que nos industries se développent. Fait qu'on fait vraiment de A à Z. On a eu beaucoup d'Ukrainiens dernièrement qui ont débarqué sur notre territoire et sont accompagnés à aller chercher leur carte de sens maladie, à se trouver tous les papiers qu'ils ont besoin, aller faire les tests médicaux nécessaires pour avoir leur permis. Donc, on les accompagne là-dedans de A à Z. Notre agent les accompagne jusqu'au centre-ville. Il va les aider. On est bilingue en plus. Nos services sont pratiquement tous bilingues, sauf jeunesse en ce moment. Là, on est en train de les développer. Mais le reste, employabilité puis immigration sont bilingues. Donc, je vous ai emmené des feuillets que je vais laisser ici aujourd'hui. Fait que ceux-là qui en veulent vont en prendre, Oui, puis je vais vous les laisser. Puis, on le fait parfois, là, des fois, on va publier des événements ou des services de partenaires. Donc, notre agente en communication qui est juste là. Puis, je vous invite aussi Trevor Greenway du journal Le Lowdown, si jamais vous voulez lui dire bonjour. Des fois, ça peut aider à promouvoir l'organisme. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Claire Gauvreau, bonjour. Je vais vous discuter à propos des questions à propos de la bibliothèque Elomat. La bibliothèque Elomat qui est située dans l'édifice qui est le Centre La Pêche. Le Centre La Pêche, je ne sais pas si vous le saviez, mais il appartient à la Commission scolaire des portages de l'Outaouais. Et puis, la bibliothèque qui est là présentement, la responsable a donné sa démission. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Elle a donné sa démission, mais elle va rester en poste, puis elle va finir le 31 mai. Alors, le 1er juin, on n'aura plus de responsable
et les autres bénévoles ne seront plus là non plus. Alors, on se retrouve avec une bibliothèque qui va... On se demande qu'est-ce qui va se passer, mais on ne veut pas perdre notre bibliothèque. Ce qu'on veut, ce serait que la municipalité fasse en sorte que la bibliothèque puisse continuer. Faudrait voir aussi la lettre de démission de Mme Duguay, prendre en note pourquoi elle démissionne et à ce moment-là, peut-être faire des changements. Ce que j'ai appris avec l'accès à l'information, c'est que il y avait eu une étude pour avoir un document, il y a un document de travail entre la municipalité et la commission scolaire en 2004 pour avoir une entente pour la bibliothèque et la municipalité. 2004, juin 2004. Il semblerait que ça n'a jamais été signé. Alors, je ne sais pas comment vous vous entendez à faire affaire avec qui fait quoi à la bibliothèque ou dans les locaux. La municipalité est locataire. Oui. La municipalité est locataire. Oui, du centre La de service. bibliothèque utilise la place de la bibliothèque et puis les locaux que les élèves utilisent quand ils vont, c'est pour la bibliothèque. Oui. Hein? Alors, quand vous disiez que il y avait des gens qui avaient demandé pour avoir des locaux pour une garderie, vous proposiez ces locaux-là. Alors, je pense qu'en étant locataire, la municipalité ne peut pas proposer des locaux qui ne lui appartiennent pas. Ben, c'est sûr qu'il aurait fallu qu'il y ait Locataire. une entente avec le centre de OK. service scolaire, si ça avait eu lieu. Là, Si ça exact. avait eu lieu. Exact. Mais je trouve ça étrange que vous ayez pu donner comme accès à des locaux, surtout que les locaux étaient utilisés par les élèves quand ils allaient à la... Puis ça, je vous l'ai déjà dit ici même, là, moi, je considère que vous tirez des conclusions qui sont... C'est pas ces locaux-là que vous vouliez qu'ils prennent? C'est des locaux qu'on leur a montrés, oui. Oui. Oui, mais avant, mais puis comme je vous le disais, lorsque vous étiez venu, avant de faire quoi que ce soit, il faut quand même voir s'il y a un potentiel, voyez-vous. Mais là... C'est des locaux utilisés par les élèves qui vont à la bibliothèque. Ouais, et mais... puis pendant qu'ils vont à la bibliothèque, ils vont s'asseoir là. C'est des locaux qui étaient déjà là pour les élèves. Vous enlèveriez les locaux pour donner à quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, on va laisser ça parce que vous êtes locataire. En étant locataire, je pense que ce n'est pas à vous de prendre les décisions. La commission scolaire, des portes d'Outaouais, et puis il semblerait qu'il n'y a pas d'entente intervenue, donc c'est peut-être pour ça que ça ne va pas tellement bien entre la municipalité et qui fait quoi pour quand il y a du ménage à faire qui ne se fait pas. En fait, encore une fois, vous avancez plein de choses, puis je n'ai pas la même lecture que vous. Là, donc, puis là, est-ce que vous voulez que je réponde à ces choses que vous dites là? Ou... Mais c'est juste que vous nourrissez un sentiment d'incompréhension ou de mésentente, mais sans me laisser expliquer ce qu'il y en est réellement, voyez-vous. Est-ce que vous voulez que je réponde à ces soupçons-là ou vous voulez juste les semer comme ça puis ensuite passer à autre chose? Je veux dire, quel est l'objet de votre... Je veux que la bibliothèque continue. Absolument, nous aussi. Que les responsables, la personne qui sera responsable, sache à quoi s'attendre de la municipalité et vous voyez, c'est comme dans le building, là. Oui, au niveau du ménage, c'est pris en charge par une entreprise qui nettoie les locaux municipaux. Parfait. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a déjà eu une entente au préalable avec... puis à un moment donné, ça ne convenait plus. Donc, on a fait affaire avec un service d'entretien. Okay. En tout cas, il y a eu un moment où c'était un employé municipal. Là, c'est devenu en tout cas, une entreprise externe. Une autre question, c'est qu'il y a eu déjà aussi il y a eu une proposition en 2020 à propos de 2 juin 2020 pour qu'il y ait un partenariat entre la municipalité et la construction de l'école primaire qui est là, pour que la bibliothèque s'en aille là, qu'il y ait une bibliothèque municipale et scolaire. Oui. Et puis, ça non plus, on dirait qu'il n'y a pas de suite à ça non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a un partenariat qui a déjà des ententes de fait? En fait, dans la conception même de l'école, ils ont pris en considération le scénario où la
les municipalités construisaient une bibliothèque centrale à Saint-Cécile-de-Macham au bout de l'extension de l'école. Donc oui, mais c'est jusque là où vont les ententes à ce point-ci. Mais vous comprenez qu'ils ont ils ont fait la conception de l'école en considération d'un projet partenarial avec la municipalité. Puis vous, dans la municipalité, dans ce sens-là, elle fait quoi? Est-ce qu'il y a ses partenaires, il y a quelque chose qui est un projet déjà, une entente, ou il y a quelque chose qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je veux dire, vous dites qu'il y aurait une annexe à l'école. Est-ce que c'est un projet qui s'en vient pour vrai ou qui est commencé? La première chose qu'il faut faire, c'est un projet par étapes. Là. Je veux dire, là, la construction de l'école est en cours. Donc, puis la municipalité, on ne peut pas attaquer tous les projets sur tous les fronts non plus. Là. Donc, on y va étape par étape. Là. Mais la première chose, c'était de sécuriser le fait qu'il pourrait y avoir un annexe au bâtiment scolaire. Là, le bâtiment scolaire, il est en cours de construction. Donc, ils suivront les étapes par la suite. Mais si vous regardez, par exemple, le plan triennal d'immobilisation de la municipalité, il y a des sommes qui sont prévues pour la planification puis éventuellement la construction, mais on le fait toujours dans le respect des ressources qu'on a à l'interne. Il y a l'argent, mais il y a aussi la gestion de projet, etc. Là. Donc, là, est-ce que vous me suivez? Oui, mais pour l'instant, ça veut dire que la bibliothèque reste là. Oui. Et puis, c'est hypothétique qu'il y ait une bibliothèque ailleurs. Ben, l'intention du conseil, jusqu'à maintenant, comme c'est décrit dans ces documents de planification, dans les résolutions, c'est qu'il y ait une nouvelle bibliothèque qui soit annexée à la future école qui sont en voie de construire. Avec l'accord de l'école aussi, j'imagine. Ben absolument, oui. Oui, le Centre de services scolaires est réjoui de cette initiative-là, puis ils ont même, comme je le répétais, considérer ça dans la conception même architecturale du bâtiment. Le conseil, on l'a vu, le concept, on l'a vu, la bibliothèque attachée aux écoles. C'est qu'on souhaite construire une nouvelle bibliothèque, c'est notre plan. Oui, j'ai regardé sur aussi le site de la nouvelle école et puis il n'y a aucun document qui parle d'une bibliothèque. Le terrain est réservé, là, puis oui, comme un jour, il devrait y avoir une entente formelle, là, mais je veux dire, on est un partenaire. Là, OK, parfait. Merci pour tout. Oui, puis pour vous rassurer, là, on ne veut pas que la bibliothèque ait un bris de service, là, éventuellement. Puis oui, je comprends que la situation actuelle, là, Mme Duguay, pardon, Duguay a remis sa démission pour la fin mai, puis je respecte ça. On a 3 bibliothèques à la pêche, puis les 3 bibliothèques, dans chaque bibliothèque, il y a une coordonnatrice, puis il y a des bénévoles. Puis on va tenter là, de répéter, de retrouver une entente similaire avec quelqu'un qui voudra travailler pour la municipalité, pour la coordination, puis aider un groupe de bénévoles à faire rouler la bibliothèque comme c'est fait ailleurs sur le territoire municipal. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de bris de service. Puis, on a un service loisirs, culture et communautaire qui est en recherche de solutions actuellement pour que ça ne se produise pas. Il y avait ensuite une question en ligne. Oui. OK. Oui. Et monsieur? Brodeur, parfait. On vous écoute. Madame Saint-Saëns? Bon, oui, j'ai 2 questions. Je me demandais au sujet du règlement pour les démolitions d'immeubles, est-ce qu'il y a eu des commentaires ou des changements à ce règlement-là qui ont été émis? Oui, il y a eu, en fait, outre le comité de révision des règlements, là, il n'y a pas eu de personne qui est venue à la première séance d'information ou de consultation. C'était le 23 mars, si je ne me trompe pas. Oui. Puis oui, il y a des modifications. Là, puis il y aura une prochaine séance de consultation en avril. Ah bon, OK. Et puis, je me demandais, j'ai envoyé à la dernière réunion, j'ai parlé du projet qu'on a au Lac des Loups, là, qui a 90 lots avec des droits acquis. Puis j'avais envoyé toute l'information à la municipalité. Là. Oui. Puis je me demandais qu'est-ce qui pouvait se passer avec ce projet-là.
Ben, écoutez, regardez, le conseil prendra connaissance du projet, de votre demande. Bon, moi, je considère qu'il y a un effort qui a été fait par la MRC. Puis vous l'avez suivi, là, il y a eu des modifications au schéma d'aménagement. Il y en a et la majorité ont fait l'objet d'approbation. Donc, ils vont être retenus là, dans un projet de règlement qui va modifier le schéma d'aménagement, mais ça n'a pas été le cas pour votre projet. Donc là, le conseil va regarder le dossier, puis voir si il veut que des demandes soient faites additionnelles, des demandes additionnelles soient faites, mais moi, je doute que l'argumentaire nécessaire soit là, puis j'en ai discuté aussi là, à la MRC. Donc, moi, je considère que la municipalité et la MRC a fait ses devoirs, puis que la décision de la province, elle est ce qu'elle est. Si le conseil veut qu'on aille plus loin, ben, on pourra faire une autre tentative. Mais c'est pas éventuellement éventuellement, c'est la province qui décide. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Avec ça, là, avec ce projet-là. Pardon? Il n'y a plus rien qui peut se passer avec ce projet-là ou... Ben, à moins qu'il y ait des modifications éventuelles, il y a tous les schémas d'aménagement, c'est révisé périodiquement, là, mais la décision de la province est claire. Là. Puis comme je vous dis, c'est pas comme si la province elle avait fait preuve de fermeture totale. Il y a eu des demandes légitimes qui ont été formulées. Toutes les demandes formulées ont été légitimes, mais il y en a qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation. Donc, ça démontre que la province est flexible dans son approche vis-à-vis des demandes des municipalités et des MRC, mais que ce n'est pas systématique, par exemple, que pas toutes les demandes sont retenues, puis chaque demande est évaluée en fonction au cas par cas, dans le fond. Donc, comme c'est là, est-ce qu'ils ont changé la grandeur que ça prend pour un nouveau lot sur le chemin public? Puis ces choses-là, ça a été approuvé, ça? Ben, vous voulez dire? Je veux dire, le schéma d'aménagement est en vigueur. En fait, oui, le schéma d'aménagement est en vigueur, puis les municipalités qui ont adopté leur règlement de lotissement, le règlement de lotissement, une fois qu'il est adopté à l'échelle locale, il est c'est un exemple, là, vous mentionnez l'exemple du lotissement. Une fois que le règlement de lotissement est adopté à l'échelle locale, il va faire l'objet d'une analyse à la MRC, puis ensuite, il est envoyé, si c'est conforme à l'échelle régionale, il est envoyé à la province pour analyse de conformité. Oui, bien c'est ça, vous dites, au mois de novembre, vous avez envoyé au mois de novembre, la MRC a envoyé des changements, des demandes de changer le schéma pour la municipalité de la pêche. Puis il y avait 6 items là-dedans. Comme celui pour le projet au Lac-des-Loups, c'était un de ces items-là, c'était le numéro 5. Les autres, c'était pour changer comme combien d'espace ça prend pour un lot sur le chemin. Ben, on avait 150, puis là, on demandait beaucoup moins parce que 150, c'était impossible à faire. À moins que je me trompe, là, les 5 autres items ont été acceptés. Mais je pourrais faire une validation. Là, des fois, là, je peux mélanger des choses, mais des fois, il y a comme une pré-approbation, puis on attend un certificat de conformité formel de la province. Là, mais à ma connaissance, la province s'est prononcée, puis il y a bel et bien eu acceptation de 5 des demandes sur 6. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont en vigueur, là, mais on va vérifier. Oui, parce que ça serait important parce que ça change beaucoup la manière qu'on peut faire des lotissements. Oui, absolument. Bon, merci. Merci beaucoup. Bon, il y a M. Brodeur, puis ensuite, il y a eu 2 ajouts de questions dans la salle, mais M. Brodeur, c'est en ligne. Oui, Nicolas Brodeur, oui, là, je vous entends. On a eu le droit à la consultation là, sur le plan de protection de mise en valeur des milieux humides en mars. Oui. 3 commentaires là-dessus. Là. Je déplore l'absence de consultation locale. Ça aurait été intéressant d'avoir ça à Wakefield pour bénéficier de la contribution du Nord-Ouest de la MRC. Malheureusement, on n'était pas là. Mon deuxième commentaire, c'est dans un aspect global là, de la démarche de protection des milieux fragiles.
j'explique mal là, que le public ne soit pas visé. Il y a 10 000 kilomètres à l'intérieur de la MRC des Collines, dont beaucoup à la pêche, de territoires publics intramunicipaux. OK, ouais. Je peux citer par exemple là, les 3 lacs qui sont extrêmement dégradés comme zone riveraine. Ouais. Ça va être intéressant qu'on inclue le public là-dedans. Puis, troisième commentaire, là, il faut falloir, là, dans le processus, éviter des expropriations déguisées. Je pense que c'est un dossier, c'est un dossier, quand on dit que 30% du territoire privé va servir à la remise en état ou à la protection des milieux fragiles, je me questionne à savoir comment le processus va être fait, puis comment on va pouvoir reconnaître la contribution environnementale des propriétaires. Oui. Bon, par rapport au lieu des consultations, la MRC, elle a choisi, en fait, pour différentes raisons, mais c'est rare qu'elle fait des consultations. Je pense que pour le schéma d'aménagement, elle avait fait des consultations dans chaque municipalité, mais quand vient des dossiers comme les PDZA ou les PPRLPI, dans ce cas-là, elle fait trois consultations, donc elle divise son territoire en 3, puis des fois c'est à la pêche, des fois c'est à Pontiac, là, des fois ça peut varier, là, mais oui, cette fois-ci, c'était à Pontiac, si je me rappelle bien, à Cantley, puis à l'Ange-Gardien. Il y avait eu des consultations en ligne, là, par contre. Là, pour ce qui est du domaine public, mais là, c'est vraiment une orientation provinciale aussi. Là. La province, lorsqu'elle a décidé que les MRC devaient se doter d'un plan de protection des milieux humides et hydriques, elle a décidé que ça exclurait le domaine public de l'État. Donc, mais on peut pas dans une, excuse-moi de couper, mais on peut pas dans une démarche globale de protection de l'environnement dire que le public ne fait pas sa contribution. Ouais. Autant pour ce domaine-là que pour les corridors écologiques. Là, on ne peut pas arrêter. Ça ne veut pas dire... Ouais, je ne pense pas que ça veut dire que la province ne fera pas d'efforts de conservation dans certaines régions du Québec. Là, mais il y a des MRC où il n'y a pas de terre publique non plus. Là. Mais là, c'est vraiment, si vous voulez, je comprends ce que vous dites. En même temps, les MRC, il faut reconnaître qu'on n'a pas toutes les ressources non plus. Là, mais c'est peut-être un point à apporter à votre député. Là, puis oui, la MRC des Collines, elle a quand même elle n'a pas une quantité énorme de terres publiques non plus, là, quand on se compare là, à d'autres MRC du Québec qui sont plus nordiques là, ou moins développés, où il y a moins de développement résidentiel. Puis au niveau de l'expropriation, là, je ne suis pas certain de... quand on parle à des représentants provinciaux, ce qu'on entend beaucoup, c'est de dire, il y a eu un temps où on externalisait les coûts environnementaux sur la société. Puis là, on est dans une politique à plus long terme où on essaie d'avoir un impact à long terme sur l'environnement. Puis oui, ça veut dire qu'il va y avoir des impacts, dans certains cas, à l'échelle individuelle. Mais je pense que c'est le retour du balancier. Moi, si vous me demandez mon opinion, là, il y a eu un temps où les gens, ils étaient maîtres chez eux, puis il y a eu des choses qui sont faites sur le territoire québécois qui ont eu des conséquences à long terme, puis qui sont difficilement renversables aussi. Là. C'est très difficile de créer des milieux humides. Là. Donc, le principe de zéro perte nette, moi, je regarde là, les études. Il y a des études qui sont faites pour la restauration de milieux humides ou la création de milieux humides artificiels. Puis je me dis, wow, ça aurait été probablement plus économiquement viable de protéger les milieux humides à la base. Là. Donc, je comprends la vision provinciale. C'est une vision à long terme qui reconnaît le bien, la nature commune de l'environnement. Donc, oui, ça pourrait mener dans des situations difficiles au niveau de la perception qu'on exproprie des propriétaires, mais l'environnement n'a pas vraiment de frontières. Voyez-vous? Oui, je vois bien. Là. Merci de la réponse, mais prenez-en en compte. Là, je comprends. Mon deuxième commentaire et le troisième font un lien ensemble dans le côté. C'est ça. Mais je vous remercie.
Oui, en effet, ouais, c'est vrai que ça explique mal pourquoi le domaine public de l'État n'est pas inclus dans la démarche, mais ça, c'est une autre histoire. Puis ensuite, merci, M. Brodeur. Il y avait Éric Labelle et ensuite Isabelle Flansbury. Non. Bonjour. Oui, bonjour. Mon nom est Éric Labelle. Donc, ce soir-ci, en fait, je suis ici. Je parle au nom des résidents du quartier Wakefield sur le Golfe et son voisinage. En fait, je pense que vous me connaissez déjà. Je suis le fameux résident qui a été extrêmement touché aussi par les résidences de tourisme aussi. Donc, puis je parle ici, comme je te dis, aujourd'hui au nom des gens du quartier. Donc, il y a une pétition. L'objectif, dans le fond, c'est de faire interdire, dans le fond, les résidences de tourisme dans les quartiers résidentiels. Je pense que c'est une préoccupation importante ici des gens du quartier aussi. Puis je peux vous dire que je dirais qu'il y a à peu près au moins 80% des gens ici dans la salle qui sont ici pour ça aussi. Donc, j'espère qu'on va pouvoir donner suite aussi à ça. Je pense qu'on a eu quand même certaines conversations. Je sais qu'il y a un moratoire aussi à l'heure actuelle. Par contre, je vous en ai glissé un mot aussi. J'ai déjà parlé aussi de cette chose-là aussi avec M. Gervais. C'est important de savoir que pas tout le monde respecte le moratoire à l'heure actuelle. Donc, j'ai déjà fait des plaintes à ce sujet-là. Malheureusement, il y a encore des gens qui continuent aussi à exercer. Je voudrais juste m'assurer que c'est bien de mettre en place une réglementation, mais encore faut-il qu'il y ait des vérifications aussi qui soient faites aussi. Puis surtout quand on se plaint, qu'on prend la peine aussi de mentionner ces choses-là, ça serait intéressant qu'on donne suite à ça. J'ai rédigé des lettres aussi, on n'a pas donné suite aussi là, à ces éléments-là. Oui, en fait, il y a une chose est certaine, en fait, puis là, je parle en mon nom, mais je pense que j'ai un bon pouls de la situation au sein du conseil, mais je ne pense pas qu'il soit comme envisageable que le conseil revoie sa position sur les locations, sur les résidences de tourisme. Je pense qu'on a créé un moratoire on reconnaissait qu'il y avait eu assez de certificats émis. Dans certains cas, je comprends qu'il y a des situations qui sont loin d'être idéales, mais on a aussi régularisé des situations qui préexistaient l'arrivée du règlement. Il y avait quand même une économie là, régionale. Il y avait des gens qui occupaient un marché régional, puis on a tenté de régulariser le marché. Puis là, lorsque on a adopté le moratoire, c'est parce qu'on se disait, OK, ben, c'est correct. Il y a des gens qui sont conformés, il y a des gens qui sont encore en inconformité, en non-conformité, je le comprends. Là. Mais une chose est claire, je ne pense pas que le conseil souhaite réouvrir la résidence de tourisme puis l'inclure dans son règlement de zonage. On va juste inclure le moratoire, dans le fond, au règlement de zonage, voyez-vous. Donc, les gens qui seraient déjà là, les gens continueraient dans le fond Oui, il y a des gens qui sont conformés, là, qui ont obtenu toutes les autorisations nécessaires, puis eux, ils vont avoir un droit. C'est comme ça que ça fonctionne, le zonage. Il n'y a pas de droit acquis sur la pollution, par exemple, là, mais il y a quand même des droits acquis sur des usages, etc. Ensuite, par rapport à... Je sais que dans certains cas, là, il y a des plaintes qui ont été faites, puis il faut comprendre que oui, il y a une question de capacité. Par contre, on a aujourd'hui un officier qui fait uniquement ce qu'on appelle qualité et service, des suivis de plaintes. Donc, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a des responsabilités qui sont partagées. Donc, entre autres, là, quand on parle de déterminer si c'est la résidence principale de quelqu'un ou non, ça, ce n'est pas dans notre cour. Là. Ça, c'est dans la cour de la CITQ puis du ministère du Revenu, là, si je ne me trompe pas. Là. Donc, puis là, peut-être que les délais sont à l'échelle provinciale. Il y a peut-être des délais à l'échelle provinciale. Mais faites-vous ces vérifications-là? Non, mais c'est ça que je vous dis. Nous, il y a des... regardez, quand les gens arrivent avec de la documentation provinciale, qui démontre qu'ils sont résidents permanents d'un établissement, on ne va pas embaucher des inspecteurs en fiscalité là, pour faire des... c'est là qu'on on dit, ben, écoutez, nous, on a fait notre partie, là, puis là, s'il y a des enjeux, ça appartient dorénavant au ministère du Revenu, parce que ça serait de la fraude que d'opérer
de prétendre opérer chez soi quand c'est une résidence, c'est pas notre résidence. Mais vous dites que la responsabilité appartient à la province à ce moment-là, donc vous ne faites aucune vérification à ce niveau-là, même quand on le mentionne. Puis on prend cette information-là, puis on a des contacts à la CTQ, au ministère du Revenu, on prend cette information-là, puis parce qu'on me dit qu'on ne transférait pas ces éléments-là. Donc, je l'ai par écrit, là, donc je peux peut-être vérifier, là, mais j'ai ces éléments-là par écrit. Donc, c'est là aussi, j'ai eu quand même certaines, puis j'ai eu ces discussions-là aussi avec M. Gervais. Donc, je les ai par écrit là, de votre directeur général. Là, on m'a dit qu'on n'allait pas faire de suivi là-dessus. Donc, je suis un petit peu embêté. Là, il y a peut-être une nuance, comme est-ce qu'à partir du moment où on a transmis l'information, moi, ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, c'est qu'à partir du moment où on a transmis l'information, on a transmis l'information. Puis on ne va pas relancer constamment le ministère du Revenu, voyez-vous. On me dit qu'on ne l'a pas transmis du tout. Là, donc, ça, par exemple. On m'a dit que les peintes devaient être faites par nous. Puis c'est là que je me dis que là, il y a un enjeu là, ici, à ce moment-là. Monsieur Marco Derry. Bonjour. Votre dossier il a été documenté et il a été transmis au ministère du Revenu pour vérification. Parfait. Ça fait, sous toute réserve, ça s'est fait au mois de janvier 2023. OK, parfait. Parce que ce n'était pas ce que j'avais reçu dans ma réponse. Là, donc et ça que... il y a des suivis qui sont faits tous les mois avec le ministère, puis la CTQ. Bon, monsieur le maire, je vais compléter en disant, on a pris les informations, on les a transférées. Il y a des pouvoirs que la municipalité, administrativement, il y a des pouvoirs que la municipalité n'a pas pour aller faire certaines vérifications. Sur les lieux, oui, mais aller voir la fiscalité puis aller interroger des déclarations d'impôts et autres, la municipalité n'a pas ces pouvoirs-là. Par contre, ils ont toute l'information au niveau du ministère au moment où on se parle. OK. Parfait. Donc, puis juste une dernière petite précision. Fait au-delà du moratoire, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait avoir... Vous me dites qu'il n'y aura pas d'autres résidences d'hébergement touristique en zone résidentielle. Oui, il y avait la création de la résidence de tourisme. Puis là, c'était comme un bâtiment qui était uniquement là, pour faire de la location de courte durée. Ouais. Contrairement à la nouvelle réglementation provinciale où les gens dans leur résidence principale... Puis sachez là, que même ça crée... C'est bien, là. Il y a des gens qui sont conformés, là. Mais là, il y a des gens qui aujourd'hui, on a retiré ma publicité sur Airbnb parce que je n'avais pas mon... Puis là, il y a des gens qui paniquent. Ben, nous, on ne panique pas, là. Nous, on considère qu'il y avait un vide réglementaire. Puis on a un contexte régional aussi, qu'on reconnaît qui est propre au tourisme. Puis je reconnais que c'est loin d'être parfait. Là. La réglementation, l'approche, on peut questionner, je comprends, mais on a essayé de régulariser quelque chose. Puis ça a bien. Il y a des cas où on n'a aucune plainte, puis il y a des cas où il y a clairement des enjeux des conflits d'usage. Vous serez d'accord avec moi si on regarde des exemples comme Chelsea qui ont véritablement décidé d'interdire ces commerces-là dans des milieux résidentiels. Je ne comprends pas pourquoi la pêche emboîte pas le pas, comme la plupart des municipalités le font aussi. Oui, je comprends. C'est quelque chose qu'on a fait en 2019. Aujourd'hui, si c'était à faire, peut-être que ce serait différent. Il y a des choses qui ont changé depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les gens avaient le temps de se conformer par rapport aux résidences de tourisme. Puis là, aujourd'hui, c'est comme il y a un autre bassin d'opérateurs qui arrivent en panique. Puis dans bien des cas, ce qui va arriver, c'est qu'ils n'obtiendront pas leur autorisation parce qu'ils pratiquaient de façon non conforme dans une résidence qui n'est pas leur résidence principale. Donc, puis on a aussi, plutôt que d'avoir une approche en urbanisme, en zonage traditionnel, là, on a une approche qui est discrétionnaire. Juste, même puis là, on parle de l'approbation de certificats pour les gens dans leur résidence principale, parce qu'on a reconnu avec l'expérience que d'avoir une approche uniforme au niveau du zonage ne nous permet pas facilement de dire non dans des cas où ça ne devrait pas être autorisé. Et donc, aujourd'hui, chaque demande va faire l'objet d'une décision puis d'une recommandation, en fait, d'une recommandation au CCU puis d'une décision au conseil municipal. Okay. Puis, en tout cas...
je veux quand même déposer la pétition. C'est quand même quelque chose qui est important pour les gens du quartier. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne tient pas à voir. On est venu s'installer dans des quartiers résidentiels. Je pense que pour nous, c'est assez décevant de savoir qu'on a ces entreprises-là chez nous, autour de chez nous. Puis on peut dire ce qu'on veut, mais c'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses qui viennent, des désagréments qui sont quand même assez importants. Je ne parle pas juste du bruit. On parle aussi, puis je pense qu'il va sûrement avoir d'autres gens qui vont s'exprimer aussi tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'en tenir compte. Donc, je comprends. Enfin, merci beaucoup. Merci. Et, Madame Flansbury? Moi, dans le fond, j'avais un peu dans la même optique, mais c'est plus au niveau de la location courte durée ou bed and breakfast. Nouvellement, là, il y en a un avec une nouvelle affiche au 2 Brown. Puis, moi, ce que je trouve particulier, c'est que nous, on a des servitudes de parc dans le quartier où est sur le golf. Et ces gens-là, on nous voit sur leur page Internet, quoi que ce soit, l'accès à ces parcs-là. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que là, ça brime un peu nos accès parce qu'eux, ils vont sur le quai. Il faut nous voir à leurs clients d'aller prendre une bouteille de vin sur le quai ou d'aller marcher dans les sentiers. Et là, quand nous, qui avons un droit de notarié, on arrive pour profiter de nos installations, qu'on entretient, il va y avoir une association de quartier qui va voir à tout ça. Là, on ne peut même pas en profiter. L'autre chose aussi, c'est que j'ai des enfants, des jeunes enfants. Moi, mon garçon, il décide, il est encore petit, mais je pense aussi à l'avenir. S'il veut aller se baigner, il y a des inconnus. Moi, s'il reconnaît les voisins, il est à l'aise, mais dans la forêt, il n'a pas accès à aucune personne en cas qu'il arrive quelque chose de particulier avec un insoigné. Qui n'est pas connu là. Je comprends. On comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais ça, je pense qu'on est capable de le contrôler. Puis de voir des gens qui profitent, que nous, quand on vient pour s'asseoir sur notre propriété de quartier, d'avoir des clients qui ne nous disent même pas bonjour, puis on devient inconfortable. Je comprends. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'on doit faire une plainte à ce moment-là parce qu'on ne sait même pas de quel Airbnb ou bed and breakfast viennent ces gens-là. Je ne sais pas comment on peut s'y prendre pour est-ce qu'ils ont le droit de permettre à ces gens-là, parce que moi, si j'ai de la visite, ils vont venir avec moi. Ou ils vont dire, je suis à telle adresse en visite, on va reconnaître les gens, mais ces gens-là, on n'allait jamais à c'est une bonne question. Là. Il y a déjà, comme là, vous nommez le 2 chemin Brown. Là, c'est de voir, est-ce que ces gens-là opèrent en toute légitimité? Puis là, vous posez une question qui est comme auquel je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'une entreprise. Là, on parle d'une question de droit, là, de droit civil à la limite. Là. Puis il y a peut-être des précédents, il y a peut-être comme de la jurisprudence là-dessus, mais je ne sais pas, je vous avoue. Parce que ici, je parle de 2 Brown, parce qu'il y en a d'autres dans le quartier, mais à ce moment-là, je ne sais pas, là, mais il faut nous voir. Puis moi, j'ai des amis, ça donne à avoir été à cet endroit-là, puis clairement, ils vendent le produit. Donc, c'est un. Puis la dernière fois, au conseil, quand on avait parlé là, en ligne, vous aviez mentionné qu'il fallait faire une plainte, que vous alliez considérer le fait que ça vient ruiner peut-être les gens du quartier. C'est juste une petite apostrophe à la pétition, parce que c'est quelque chose. Merci. Fait que je ne sais pas, est-ce que c'est à nous de faire une démarche auprès de la municipalité? Alors, je vous invite à déposer une plainte en passant par guichet unique. Ce que j'ai entendu, pardonnez-moi, là, faire attention, il s'agit d'une notion de droit privé dans le cas qui nous occupe. Mais écoutez, vous ne perdez rien à déposer une plainte pour qu'on puisse investiguer puis voir si on peut faire quelque chose. Oui, ou tu sais, je ne sais pas, rajouter quelque chose dans la réglementation municipale qui est déjà existante, qui peut juste dire lorsqu'un droit de quartier. Je comprends que le 2 Brown a aussi cet acte notarié-là, mais
la personne, c'est pas la personne même, ça Oui. En fait, des fois, les réponses se trouvent dans les actes notariés. Donc, dans les. Tu sais, puis des fois, ce que dit mon collègue, c'est des fois, c'est plus du droit municipal. Des fois, c'est du droit civil. Puis il y a des éléments qui apparaissent. Tu sais, il va y avoir des restrictions qui vont apparaître dans vos actes notariés. Tu sais. Puis ça, ben, lorsqu'on se rappellera, quand on avait créé la réglementation, pour éviter qu'il y ait des enjeux, qu'il y ait un conflit entre la réglementation municipale et la réglementation de copropriétaires ou de gens qui ont une certaine servitude, on avait dit que tout élément qui ne, dans des actes notariés là, de copropriétaires qui ferait référence à servitude? Non, à des restrictions sur l'opération d'entreprise, par exemple, aurait préséance sur le traitement des demandes. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais comme regardé vos actes notariés là, à Wakefield-sur-le-Golfe, mais moi, je commencerais par là si j'étais vous. Là. Malheureusement, c'est souvent comme ça, les municipalités, on est comme on est interpellé pour des questions civiles, puis on doit systématiquement dire que nous, on ne peut pas. De la même façon, on a assez de notre juridiction. C'est pour ça que des fois, les gens nous interpellent par rapport à des éléments provinciaux, puis on est écoutez, puis ou civil, c'est la même chose. On est un peu désarmé. Pour au moins aller voir ce qui pourrait se faire. Merci. Ça conclut la première période de questions. Il y aura une deuxième période de questions en milieu de séance. Je vous remercie à tous de votre patience. Adoption du procès-verbal. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal du 6 mars, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il y a 3 documents, correspondance, informations qui sont déposés. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le projet de au PPCMOI au 959 chemin Parent. Donc, il n'y avait eu aucune signature pour l'ouverture d'un registre. Certificat de conformité pour le règlement 109-2022 et 429-005-2022, certificat de conformité de la MRC. Puis, dans le fond, les règlements sont jugés conformes là, par la MRC. Donc, ça, c'est pour ce qui touche les règlements sur les usages conditionnels là, pour la location de courte durée en résidence principale et la construction de bâtiments complémentaires. Puis, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs parce que on a réussi à faire adopter puis à obtenir une approbation par la province pour plus d'ouverture pour les bâtiments complémentaires, même hors des périmètres d'urbanisation. Là. Donc, les bâtiments n'ont pas nécessairement besoin d'être rattachés aux bâtiments à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. En 4A, liste des factures à payer, donc un montant total de 2 325 772 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, annulation de chèques. Il y a quelques chèques à annuler. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Augmentation de la marge de crédit. Donc, la municipalité aura en 2023 des déboursés importants. Puis, pour éviter les coûts reliés aux emprunts temporaires, puis du fait que les intérêts sont capitalisables sur les emprunts temporaires, donc pour éviter de payer des intérêts sur des intérêts, on nous recommande de procéder plutôt à une augmentation de notre marge de crédit. Donc, on a approché 2 institutions financières, la Caisse des Jardins et la Banque nationale du Canada. Puis, on voulait une augmentation de notre marge à 6 millions. Puis, la Caisse des Jardins a refusé notre demande. Puis, la Banque nationale a accepté d'augmenter la marge au taux préférentiel. Donc, la proposition, c'est pour procéder avec l'augmentation proposée par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité.
En 5A, greffe, affaires juridiques et DGA, adoption du projet de règlement numéro 105-2023 relatif aux demandes de démolition d'immeubles. Donc, il y a une nouvelle loi provinciale. Là. On sait qu'il y a eu dans les dernières années de la destruction de bâtiments patrimoniaux. Là. On l'a vu dans les médias. Donc, la province a adopté une loi qui force les municipalités à se doter d'un règlement sur la démolition pour qu'il y ait, je dirais, plus de processus entre je dirais, la demande d'un certificat de démolition puis l'octroi. Donc, on a un règlement on doit créer un comité de démolition. Il y a des recommandations du comité consultatif d'urbanisme qui sont faites sur les demandes de démolition des bâtiments qui apparaissent dans l'inventaire des bâtiments à la pêche qui sont susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale. Donc, il y a eu une première consultation en mars, puis là, on adopte le premier projet de règlement là, dans les faits. Là. Donc, il y aura une consultation sur un deuxième projet de règlement en avril prochain. Le service a produit aussi une carte interactive là, qui montre chaque propriété qui est dans l'inventaire. Soit il y a 2 bâtiments qui ont une reconnaissance provinciale patrimoniale à la pêche, l'église Saint-Cécile puis la maison Fairburn. Sinon, il y a toute une batterie de bâtiments qui sont dans l'inventaire au ministère de la Culture. Donc, si vous voulez voir ces bâtiments-là, vous pouvez aller sur le site, puis il y a des hyperliens qui sont reliés à chacun des bâtiments là, ou des propriétés, en fait, là, qui sont dans les registres du ministère de la Culture. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Il y avait des légères modifications. Là, donc, dans les derniers considérants, là, en tout cas, là, dans la résolution. Mais simplement pour préciser que il pourrait y avoir des vérifications, des ajustements de la liste en question qui soient faits par la MRC des Collines là, dans les prochaines années, d'ici 2026. D'ailleurs, c'est une responsabilité de la MRC des Collines là, de procéder à la création de l'inventaire, l'inspection, etc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Oui. Bon, dans le même ordre d'idée, il y a l'adoption du règlement 543-001-2023 qui vient modifier le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme. Puis on lui confie le rôle attendu d'un conseil local du patrimoine. Donc, comme j'expliquais, les demandes de démolition avant d'atterrir sur la table du comité de démolition doit faire l'objet d'une recommandation du CCU. Donc, cette recommandation-là est légitime en vertu de la modification réglementaire là, dont on parle. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Meunier, appuyé de M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. N'hésitez pas si vous avez des questions là, lors de la deuxième période de questions là, sur des éléments qui sont passés en revue maintenant. Là. En 5C, modification de la résolution 2209, il y avait eu une convention, en fait, une résolution qui mandatait la direction générale à la rédaction d'une convention d'amphithéose avec la maison de la famille. Puis, pour que le dossier chemine, en fait, on veut juste réviser, là, la convention, on vient scinder les lots pour que ce soit plus simple de traiter l'amphithéose. Donc, le lot est scindé, puis on ne travaille que sur la partie du lot qui est nécessaire à la maison de la famille, dans le fond. Donc, on vient modifier la résolution originale, corriger les superficies éventuellement, corriger aussi l'évaluation du terrain là, pour être représentative de la portion du terrain qui est réellement nécessaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Pierre Lebel. Donc, il y a un terrain tout près de l'aréna, en fait, là, qui est envisagé par la Maison de la famille pour construire une maison de la famille neuve, là, un bâtiment. Donc, il y a des recherches qui sont faites par l'organisme pour le financement du projet. Donc, la municipalité, via l'amphithéose, la municipalité demeure propriétaire du terrain, mais c'est un bail à long terme
avec un organisme, un peu comme c'est le cas au centre communautaire à Wakefield, par exemple. En 5D, projet partie de construction, de modification d'occupation d'un immeuble. Donc, comme on l'expliquait, il n'y a pas eu suite à la consultation, il n'y a pas eu de demande d'ouverture d'un registre. Donc là, c'est la résolution finale d'approbation du projet qui a été déposé au PPC MOI. Puis on vous rappelle les conditions, là, je pense que c'est plus bas, M. Derry, dans la résolution. Donc, vous voyez toutes les conditions qui apparaissent à l'écran qui doivent être respectées par le promoteur. Donc, c'est sur 300 mètres carrés maximum, 12 unités d'entreposage au plus, la dimension des remises qui ne doit pas dépasser 10 par 16 par 10, etc. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé par M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unité. En 6, développement durable, demande de dérogation mineure. Donc, la 6A, elle va être retirée là, suite à... puis vous reviendrez au mois de mai. Puis, je pense que vous savez comment procéder. En 6, est-ce qu'on... C'est correct, c'est retiré, il n'y a pas besoin de... OK. En 6B, demande de dérogation mineure 61 chemin Butternut. Va permettre la construction d'un garage conventionnel. Le bâtiment projeté a une hauteur de 5,59 mètres. Comparativement à la hauteur maximale permise de 4,80 mètres. Dans ce cas-là, la recommandation du CCU, elle est favorable. Je rappelle que chaque demande est analysée au cas par cas, là, selon toutes sortes d'éléments, la topographie, le voisinage, etc. Là. Donc, la recommandation du comité consultatif est favorable. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dans le cas de la 6C, demande de dérogation mineure au 29 et 31 chemin Maillé, afin de réaliser une opération cadastrale ayant pour effet de créer 2 lots dérogatoires aux normes exigées par le règlement de lotissement. Puis ça, on l'avait dit lors de l'adoption du règlement de lotissement, l'impact premier, c'était sur l'ouverture de nouveaux chemins ou le lotissement là, de l'eau dans une multitude de lots d'un acre. Là, il y a quand même des modifications là, sur la taille minimale des lots en zone rurale, mais dans des cas, on regarde les voisinages existants. Puis dans le cas qu'on voit à l'écran, le CCU accepte que 2 lots soient créés sur le lot en question, là, étant donné que ça intègre bien dans le contexte du voisinage. Donc, on vient créer deux lots d'une superficie de 2296 mètres carrés et si on descend un peu plus bas, l'autre de 5179,6 mètres carrés. C'est ACC. ACC, oui. Okay. C'est bien ça? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, puis de M. Daniel Meunier. Question, commentaire? Tout le monde, ça va? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande de dérogation mineure au 124 chemin de la Montagne pour permettre la construction d'un garage conventionnel. Le bâtiment projeté une superficie de 103 mètres carrés au lieu de la superficie autorisée de 100 mètres carrés. Une hauteur de 7,01 mètres au lieu d'une hauteur de 6,1 mètres. La recommandation est favorable encore là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Question, commentaire? Ça va? Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. En 6E, demande de dérogation mineure au 257 chemin Pont-Brillant afin de réduire la marge de recul avant minimale prescrite de 25,73 mètres à 13,87 mètres pour permettre la reconstruction d'un bâtiment principal détruit par un sinistre. Donc, dans ce cas-là, des fois, les bâtiments avant la destruction étaient dérogatoires, mais on vient reconnaître là, on vient parfois permettre de reconstruire les bâtiments tels qu'ils étaient là, ou avec certaines améliorations. Là. Dans ce cas-là, la recommandation aussi est favorable. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil? Question, commentaire? Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Dernière demande de dérogation mineure, il y en avait beaucoup là, ce mois-ci, des fois il y en a une ou deux. Là. Chemin des Suisses, 7 Chemin des Suisses afin de permettre la construction d'un garage surdimensionné sur un terrain de superficie de 1741 mètres carrés, contrairement aux 4000 mètres carrés prescrits. Encore une fois, la recommandation est favorable. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. OK. Demande de dérogation mineure au 42 chemin Timberlake pour permettre la construction d'un garage conventionnel dans la cour avant. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est en bordure d'un lac? C'est ça. Donc, c'est souvent le cas là, en bordure d'un lac, la cour avant et la cour arrière. Donc, il y a des demandes comme ça qui surviennent périodiquement. La recommandation, encore une fois, est favorable. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Question, commentaire? Juste pour clarifier, c'est pas autour d'un lac, c'est plutôt sur un terrain. OK. Un terrain en cours, pardon. Okay. C'était la seule place pour la mettre. OK. Un terrain en pente. Merci. Parfait. C'est le seul garage qui s'est penché. Je comprends, ça arrive. En 6H, demande de reconnaissance d'organismes communautaires. Donc, on a une politique de soutien aux loisirs, au service loisirs, culture, vie communautaire. Pour faire des demandes et recevoir du financement, les organismes doivent être formellement reconnus par la municipalité. Il y a une série de critères. Donc, il y a deux organismes. Le 100 Miles Arts Network et le Ricochet qui ont fait une demande de reconnaissance. La recommandation du service est de les reconnaître là, comme tels. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Lebel. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 6I, terrain de baseball Lac des Loups, remplacement des abris de joueurs et de marqueurs. Donc, il y a un plan d'action qui découle du plan directeur des parcs et espaces verts. Puis dans le plan de travail 2023, il y a la réflexion là, des 3 infrastructures là, mentionnées dans le nom de la résolution. On a fait un appel à soumission et puis il y a eu 2 soumissionnaires conformes, le plus bas étant LCR Construction pour 32 360 $. Donc, on nous recommande d'adjudiquer le contrat. Adjudiquer, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Adjuger, ben oui. Adjudicate. Hey, ça, c'est un nom, monsieur le maire. C'est correct, ça arrive. Parfait. C'est bon. Désolé. C'est bon. Donc, il y a Francis Beausoleil qui propose, appuyé de M. Lebel. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On poursuit Parc Monette, achat d'équipements, modules de planche à roulettes et paniers de basketball. Encore une fois, là, suite à l'adoption du plan directeur, il y a une réflexion de plusieurs parcs qui ont été faits. On a commencé avec le Parc Monette dans le secteur de Duclos, entre autres. Là, il y avait eu consultation avec la communauté, puis il y a eu beaucoup de financement qui a été obtenu provincial et fédéral là, pour l'achat de la réfection, la construction d'un pavillon, d'une espèce de gazebo, en fait. Puis dans le même ordre d'idée pour l'achat de modules de planche à roulettes et de paniers de basketball. Là. Donc, très bon travail de fait par le service aux citoyens là, qui se chargent de l'application sur les subventions, etc. Donc, il y a eu 2 soumissions dans ce cas-ci, puis on recommande d'y aller avec la soumission qui n'est pas la plus basse, mais qui n'inclut pas la nécessité de construire des dalles de béton. Donc, quand on fait la comparaison, c'est préférable d'y aller avec Profab 2000 pour une somme de 17 818 $. Encore une fois, là, un projet qui est financé par subvention provinciale et fédérale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais. Question, commentaire. Tout le monde est d'accord? On est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Oui, il n'aurait pas fallu qu'on soit pas d'accord. Daniel n'aurait pas été content. C'est vrai, Daniel a été déçu. En 6 association de lacs soutien financier. À chaque année, des associations de lacs vont faire des demandes pour faire soit des tests d'eau, de la sensibilisation, etc. Puis c'est un montant au prorata du nombre de citoyens copropriétaires, en fait, propriétaires du nombre de riverains avec des montants minimaux là, de subvention. Donc, il y a jusqu'à maintenant 5 demandes qui aujourd'hui reçoivent du financement.
c'est pour aider les associations de lacs, là, en gros. Là. Puis on rappelle s'il y a d'autres associations qui n'avaient pas encore soumis leur demande, là, il n'est pas trop tard pour le faire. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, puis M. Richard Gervais? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Service professionnel d'inspection des parcs et terrains de jeu. Donc, je mentionnais qu'il y avait eu une première phase de mise à niveau. Puis, il y avait eu 5 sur 13 parcs qui avaient été inspectés en 2019. On espérait continuer. Il y a eu des changements, quelques dérangements. Là. Puis là, on va poursuivre avec la balance. Donc, il y a eu 2 soumissions. Encore une fois, on y va avec, pas la soumission qui est la plus basse, mais la soumission à 6 130 $ effectue des tests de compaction sur les carrés de sable, etc., ou les surfaces amortissantes là, en dessous des structures. Donc, on préfère y aller avec Harvey et Kells Consultants Incorporated. Un montant de 6 130 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis on peut y aller avec la deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, M. Kingsbury. Oui. Il y avait Mme Flansbury, M. Kingsbury. Puis je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, Mme de Grandpré. Ouais. OK. Merci. Donc, je vous écoute. Bon, ça s'est passé la semaine qui vient de passer. La municipalité a décidé de faire un rond-point, puis ont boulé mon terrain puis le terrain de ma cousine. J'ai été voir pour leur dire non, arrêtez. Non, ils ont boulé le terrain, ils ont écrasé les arbres. Monsieur, on fait du terrain ici. Au coin de Monté-Boisvert, puis chemin du Lac-la-Roche. Puis il ne peut pas dire que les machines ne peuvent pas revirer, parce que mon cousin rentre là avec son camion 52 pieds qui s'appelle, il avance, il recule dans le chemin, puis il se revire. Mais eux autres, ça ne leur tente pas de faire ça. Ils ont tout boulé le terrain. Écoutez, c'est étrange. Parce que moi, ouais. la prochaine fois, ouais. je ne serai pas gentil. Oui, je comprends. La municipalité, tu sais, l'implantation de ronds-points, c'est un processus. Tu sais, souvent. Mais tu sais que ce n'est pas vous autres. C'est ceux qui font votre déneigement. C'est eux autres qui ont fait ça en votre nom. Mais d'habitude, ça passe par l'acquisition de terrain, là, la création d'un rond-point. C'est pas rien là, faire un rond-point. Donc, je ne comprends pas trop. Okay. Exactement la même question. Ouais. Tu sais, il y a des coûts, il y a des échanges de terrain, il y a des actes notariés. Ils ont boulé les arbres. Ils nous ont monté des montagnes de neige comme 2 étages. OK. Donc, coin de Monté-Boisvert et? Chemin du Lac-la-Roche. Chemin du Lac-la-Roche. Tout ça, c'est la confusion, c'est qu'avant, il y a quelques années, le chemin était verbal jusqu'à la dernière résidence sur Monté-Boisvert. OK. Okay, mon cousin, il a la dernière résidence. Oui. Mais là, les déneigeurs, eux autres, ils ont décidé qu'ils déneigeaient jusqu'au chemin du Lac-la-Roche, pas plus loin. Parce qu'il y a 2 résidences plus loin, là. OK. Mais c'est des résidences secondaires à cette heure. Oui. Parce qu'il n'y a pas personne qui reste là l'année. Oui. Mais avant, ils déneigeaient là, puis ils serviraient là. Mais là, ils ne font plus ça. Ils déneigent juste à l'intersection des 2 chemins. OK. Parce que moi, j'ai 2 entrées. Oui. Moi, il y a une maison qui a passé au feu. Ma maison est plus loin. Mon entrée est plus loin. Mais j'ai aussi une entrée sur le chemin du Lac-la-Roche. Quand ils ont fait la réforme cadastrale, ils ont annulé l'adresse de ma maison, OK. qui était sur Monté-Boisvert, ouais. Puis ils m'ont mis sur le chemin du Lac-la-Roche. Ouais, je dirais que ça va prendre plus qu'une conversation ici. Là. Ben, oui, parce qu'il se passe de beaucoup de choses. Puis, comme vous savez, vous le dites pour les terres humides, et ainsi de suite, terres et forêts, là, ils rentrent là, puis là, quand ils vont boucher le montant, je l'ai dit, là, ouais. Ils traversent des cours d'eau, eux autres, là. Ouais. Puis c'est des terres humides. Ouais. On leur a proposé des chemins qui ne traversent pas les cours d'eau, et ils ne veulent pas. Fait que là, ils vont passer à travers des marécages pour aller couper du bois sur du terrain en arrière. Mm-hmm. Fait que c'est un peu vexant.
Est-ce qu'ils vous ont dit quand ils commençaient les travaux? Non, parce que c'est secret tant que les contrats ne sont pas octroyés. Mhm. Ils nous disent absolument rien. C'est comme la dernière fois, ils ont coupé à blanc, ils l'ont dit après. Mhm. Ouais. Parce qu'après, tu as le droit à les demander pour un permis de bois de poêle, puis ramasser les tops qu'ils ont laissé traîner. Ouais. Ouais. C'est le même qui procède. Mhm. Je comprends que la municipalité ne peut pas faire grand-chose, mais là, pour le coin, là, c'est pas plaisant. Oui, je comprends. Ben, écoutez, ça, j'avoue, moi, je ne suis pas au courant. Là, comme je vous dis, le conseil municipal, quand on voit des dossiers de rond-point, c'est parce que. Vous n'avez pas approuvé de rond-point là. Ouais, ben, pas à ma connaissance. Là, à moins que ce serait comme un dossier qui date de 2008, puis qui n'avait jamais fait les travaux, puis tout. Mais même là, c'est qu'on aurait, si c'était le cas, on aurait procédé d'abord à l'acquisition de terrain, voyez-vous? Là, oui. D'habitude, c'est ça que le conseil approuve. Parce qu'ils ne nous ont pas approchés pour rien. Là. Je comprends. On nous demande, soit qu'on détermine, on nous dit là, au conseil, on doit faire un rond-point à tel endroit, ou des citoyens nous demandent de faire un rond-point. Fait que là, il y a tout un processus d'acquisition de terrain parce que. Mais je suggère vous envoyer l'inspecteur, c'est pas dur à voir. Okay. Dépose une plainte à guichet.unique avec un photo. On n'a pas l'Internet. Ben, ou vous pouvez appeler à la réception puis faire le même processus. La dernière fois, j'étais pour déposer une plainte pour les quais, on a refusé de me donner un formulaire parce que les autres, c'est sélectif quand ils appliquent le règlement. C'est sélectif? Ah oui, je suis titre régulièrement, moi, là. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est sélectif? Ils ne voulaient pas me donner le formulaire pour les quais que j'ai dit la dernière fois, là. OK. Les 10 chalets qui ont des Ouais. quais sur votre emprise. Ouais. Mais là, ils utilisent tout mon terrain. Moi, je leur ai dit, OK, vous avez accès au lac. Mais je ne vous ai jamais donné la permission de couper des arbres, Ouais. de couper du gazon. Tout ça se fait sur le bord du lac. Moi, je ne peux rien faire. Ouais. Je Mais. n'ai pas un moyen financier pour amener les 10 chalets en cours. Moi, là. Mais le point que Mme Ross faisait, c'était que, dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est d'appeler la municipalité, là, quand même, là, dans le cas des ronds-points. Mais je ne m'ai présenté à personne pour les quais. Oui, je comprends. Puis ils ont refusé de me donner le formulaire. Est-ce que vous avez de l'information? Ou... Non, OK. Ils me connaissent. Vous allez pas leur parler. Ils me connaissent. OK, ça. Pas méchamment, mais ils me connaissent. OK. Pareil comme vous me connaissez. Pardon? Merci. Merci. Ensuite, en ligne, il y avait M. Rapagnan. Parfait. Bonjour. En salle, OK, parfait. Désolé. Bonjour. C'est parfait. Ben, c'est préférable en salle si vous êtes ici. Bonsoir. Bonsoir. Je suis résident sur chemin McGarry depuis un peu plus que 2 ans maintenant. Et on a appris, ça fait partie du projet Wakefield sur le golfe. Oui. Et on a appris l'année passée par notre le développeur que lui se lave les mains là, de toute la responsabilité là, de nos chemins. Alors, je sais qu'il y a une procédure décrite dans votre site web pour une demande de municipalisation des chemins. Mais c'est qui peut faire cette demande-là? Est-ce que moi, comme individu, je peux le faire ou ça prend une association? Ben, en fait, c'est pas clair pour moi, là. Là, de mémoire, la méthode est en ligne là, sur le site des travaux publics, là, sur l'onglet services travaux publics, à moins que je me trompe, là, mais oui, ça prend comme vous devez le typiquement, ça prend, vous devez démontrer que vous avez l'appui des résidents du secteur. Là, ça prend quoi, une pétition? Ouais. Comme un genre de pétition? OK. Ben, est-ce que vous voulez l'expliquer, la procédure? En réalité, la procédure est affichée sur notre site web. Okay. En gros, vous devez avoir l'appui de la majorité des résidents, en fait des propriétaires riverains de la rue. Donc, majorité veut dire 50% plus 1. Okay. Et à ce moment-là, une fois que vous avez cet appui-là, vous signez la pétition, vous faites signer une pétition et vous la présentez au conseil parce qu'on doit ensuite aller valider si votre chemin est aux normes. S'il n'est pas aux normes, bien entendu, il faut s'engager à le mettre aux normes pour que la municipalité le prenne par la suite. Okay. Donc, il y a plusieurs façons de procéder, mais je vous suggère d'abord de lire la procédure qui est en ligne et sûrement que vous allez avoir des questions. Après ça, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions
Et si le chemin n'est pas aux normes, c'est qui est responsable de le mettre aux normes? Il y a une taxe d'amélioration locale à ce moment-là. Donc, un chemin privé si on veut municipaliser un chemin privé, il faut d'abord le mettre aux normes. Puis les copropriétaires du chemin, les occupants du chemin, c'est eux qui doivent effectuer les travaux là, pour le mettre aux normes. Là, puis ça peut faire l'objet d'une taxe d'amélioration locale. Donc, si vous ne voulez pas faire les travaux, il y a des associations qui peuvent choisir de payer comptant pour les travaux, mais il y a des associations qui veulent procéder par règlement d'emprunt avec taxe d'amélioration locale. Oui, fait que là, il y a un montant qui est chargé à l'ensemble des citoyens selon différents critères. Là. Il y a différentes ententes qui sont possibles. Et le développeur, lui, il n'est pas responsable là-dessus? Il n'a aucune responsabilité? Ben, le développeur, comment je dirais, Est-ce que c'est lui le développeur et le propriétaire? Mais quand vous achetez un chemin, moi j'ai acheté un chemin, j'ai acheté une maison sur un chemin privé, n'est-ce pas? Puis l'association où j'ai acheté m'a dit, nous, on oublie ça, on va jamais, ce chemin-là ne sera jamais municipalisé étant donné les contraintes du chemin. Donc, moi, j'ai accepté d'acheter une maison sur un chemin privé. Donc, tout citoyen qui achète une maison à la pêche, il se renseigne. Bon, est-ce que c'est un chemin privé ou c'est un chemin municipal? Il y a des promoteurs qui veulent construire des chemins privés, puis qui veulent pas nécessairement construire aux normes municipales. Puis il y a des promoteurs qui veulent, dès le départ, construire des chemins qui respectent les normes municipales. Si jamais un promoteur choisit de municipaliser, ben là, il y a des ententes. Il y a une entente avec la municipalité sur le taux d'occupation du chemin. Si jamais un promoteur ou une association de propriétaires veulent municipaliser un chemin, ben, il y a une démarche à suivre. Mais quand vous avez acheté votre propriété, c'était soit que c'était clair que vous achetiez sur un chemin privé, voyez-vous. Si vous vouliez acheter sur un chemin construit aux normes, il fallait vous renseigner. Fait que peut-être que votre chemin il est déjà construit aux normes. Peut-être qu'il y a très peu d'améliorations à faire pour qu'il rencontre les normes municipales, mais je comprends que c'est pas une fois que le promoteur, lui, a fait son travail, il n'est pas tenu de mettre le chemin aux normes. Absolument pas. All right. Deuxième question. Je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter là-dessus. Moi, c'est... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter? C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, vous pouvez prendre le micro par la suite. Vous avez une autre question? Oui. Par rapport à ça, je me demande, par contre, là, on parle quand même des chemins qui sont assez récents. Donc, vous ne forcez pas, ce que je comprends bien, c'est que dans le fond, les promoteurs ne sont pas tenus de bâtir les chemins en fonction de certaines normes municipales. C'est un petit peu ça, je pense, qui est un peu étonnant. Aujourd'hui, Monsieur le maire. Oui. Si les travaux ont fait l'objet d'une entente sur les travaux municipaux, ce qui semble être le cas, le chemin McGarry, c'est Groupe Zélo? Non. Non? C'est Wakefield sur les villes. C'est un projet de lotissement qui dit... En théorie, s'il a fait l'objet d'une entente sur les travaux municipaux, le conseil demande à l'administration de faire en sorte que les chemins soient construits selon les normes dès le départ. Oui, exactement. Mais il y a des... Là, je ne connais pas précisément la situation de votre chemin, mais il y a des chemins à la pêche, puis dans toutes les municipalités du Québec qui datent des années, je ne sais pas quelle année, puis qui n'ont pas été construits aux normes. Mais là, si c'est un chemin récent, c'est forte chance qu'il ait été construit aux normes. Puis là, le processus de municipalisation, il est très facile à trouver. Ouais, il est inclus dans l'entente sur les travaux municipaux. OK. Est-ce que les gens peuvent savoir si le chemin a été construit aux normes? Est-ce qu'ils ont la moyen de l'utiliser? La problématique sur Wakefield sur le golfe, c'est un projet de lotissement qui est approuvé il y a 30 ans. Exactement. Exactement. Puis dans ce temps-là, non, le promoteur n'était pas obligé de les faire aux normes. Les nouveaux chemins, on les oblige quand sur l'entente des travaux municipaux. Mais malheureusement, ce projet-là a été racheté, a été vendu 2-3 fois. Mais le projet de lotissement comme tel est approuvé il y a 30 ans. De là, la problématique que vous avez en ce moment-là. Si vous faisiez les chemins encore là, c'était encore l'application qui se faisait. Mais c'est pour ça que c'est un peu... Mais comment si ils ont refait les chemins et que les chemins sont aux normes,
ce ne sera pas compliqué, tu sais, de les municipaliser non plus, là, voyez-vous. Non, c'est le cas où je pense qu'il y a une inquiétude ici à savoir si ces chemins-là ont été faits aux normes, en fait. C'est un petit peu ça l'inquiétude. Oui, là, c'est une autre histoire. Puis comme je vous dis, moi, j'habite sur un chemin qui clairement n'a pas été fait aux normes. Puis si on voulait tu sais, ce ne serait plus les développeurs de l'époque qui sont, tu sais, il est décédé, là, tu sais, donc, on a acheté en toute connaissance de cause. Puis si on voulait qu'il soit municipalisé, il faudrait nous-mêmes, l'association de propriétaires, là, faire les travaux. Tu sais. Mais il y a beaucoup de chemins à la pêche qui ne sont pas conçus aux normes. Il y a même des chemins municipaux qui ne sont pas conçus aux normes. Le chemin était non praticable par une voiture. Vous ne pouvez pas passer de cross avec le but juste sur Ouais. Ça faisait comme ça arrêtait chez moi, il y a 2 maisons. Ouais. Donc, ça aboutissait pas de chemin blanc au début. Mais la première partie de cross, la blanc est ouais. Mais à partir de petit crochet, ça devient privé. Ouais. Ça arrêtait de 300 mètres plus loin, mais il y a 1,4 km. Donc, si je comprends bien, c'est qu'après que le bâtiment est fait, il n'y a plus aucun contrôle de la part de la municipalité. À moins qu'il y ait une entente sur les travaux municipaux. Exact. Qui n'était pas le cas dans le temps. Oui, mais il faudrait, là, on parle, puis il y a peut-être quelqu'un qui a de l'information puis qui va nous dire exactement ce qu'il y en est, mais maintenant, je ne peux pas vous dire. Si je peux, M. le maire, moi, je vous recommanderais là, de faire le processus là, de la demande. Et puis, à ce point-là, la municipalité va faire l'inspection du chemin. Et puis, vous pouvez toujours dire, écoutez, ça coûte trop cher, on ne le fera pas. Au moins, engagez le processus. Si vous avez vos 50 citoyens plus 1 sur le chemin McGarry qui veulent municipaliser le chemin, la municipalité n'aura pas le choix de faire l'inspection du chemin, puis savoir quels travaux à faire s'il y en a à faire. Oui. C'est vrai, il y a 2 étapes. Donc, est-ce qu'on veut municipaliser? En théorie, oui, OK, on va de l'avant. Lorsqu'on a les coûts, là, on peut dire, finalement, on va être correct. Ça dépend toujours d'une entente qu'on fait avec vous selon les coûts, selon la volonté du secteur, là, à ma connaissance. Ouais. Voilà. Maintenant, j'avais une deuxième question concernant le zonage. Quand nous avons acheté notre terrain, c'était très clair que ce projet-là, Wakefield sur le Golfe, c'était strictement résidentiel et c'est des maisons unifamiliales. C'était ça, qu'est-ce que nous avons compris quand on a acheté notre terrain. Maintenant, il semble que les terrains, l'autre bord de la rue de chez nous, là, sur McGarry en particulier, le propriétaire, c'est une corporation, puis ils ont l'intention, les rumeurs, que c'est quoi, il veut faire des résidences de personnes autonomes, il veut commencer à construire des choses commerciales. Tant qu'à moi, c'est commercial, c'est résidentiel, là. Alors, c'est quoi les règlements là-dessus? C'est qui contrôle quoi ici, là? Ben, en fait, je veux dire, si quelqu'un veut faire un projet qui va à l'encontre du zonage municipal, il ne pourra pas obtenir son autorisation. Voyez-vous, quand on veut, tu sais, si un promoteur qui veut aujourd'hui construire un bâtiment commercial en zone résidentielle, il y a une grille des usages autorisés, puis si les usages ne sont pas dans la grille, il n'y aura pas son autorisation, voyez-vous. Donc là, je ne sais pas si vous faites référence au zonage municipal ou si vous faites référence encore une fois, aux actes notariés. Puis c'est clair qu'au Québec, des fois, il y a des disparités entre ce que permet le zonage et ce que dit des actes notariés. Puis là, on rentre dans le droit civil versus le droit municipal. Une chose est certaine, si quelqu'un aujourd'hui veut faire un projet en zone résidentielle dont les usages n'est pas autorisé, il ne pourra pas, à moins de faire une demande de changement de zonage ou, voyez-vous, une demande de projet particulier. Mais là, c'est un processus démocratique là, où les gens peuvent dire non. Donc, il ne faut pas sauter aux conclusions. Là, les gens, il ne pourra pas faire quelque chose qui n'est pas permis, voyez-vous. Mais il faudrait juste vous assurer de bien connaître le zonage. Des fois, les gens pensent que le zonage, c'est une chose, puis ce n'est pas le cas. Là, donc, est-ce que vous. Mais ça, vous allez sur le site de la municipalité,
vous pouvez savoir exactement quels usages sont permis chez vous puis dans votre secteur. Là. Il y a une carte avec des zones, puis ensuite, chaque zone elle a un code, puis chaque zone, il y a un tableau des usages autorisés, puis vous voyez si c'est ce qui est permis ou non. Oui, mais il peut faire une demande de déviation. En fait, la dérogation, ce n'est pas sur les usages, c'est sur les constructions. Puis oui, il y a d'autres processus de modification de zonage, mais là, c'est public. Là, c'est comme quelqu'un peut faire une demande de modification de zonage pour changer le zonage dans la zone où sa propriété se retrouve. Ça fait l'objet d'un processus démocratique. Il y a eu des changements de zonage à la pêche qui ont été autorisés, d'autres qui ont fait l'objet d'un non catégorique par la communauté. Puis il y a aussi des processus comme celui qu'on a vu ce soir là, sur la construction de remise. Ça s'appelle le projet particulier de construction, modification occupation des immeubles. C'est un PPC MOI. Puis encore une fois, les gens du secteur ont pu regarder le projet et dire si c'est correct avec moi ou non, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est la même. Oui, merci beaucoup. Plaisir. De piquer l'oreille avec la paire. Moi, je suis propriétaire d'un chemin qui rentre tout le long de mon sans-arc. Oui. Je n'ai deux, mais on parle d'un particulier, je fais de la garage. Oui. Il y a 11 chalets. Ça fait que tu me dis, si 6 de ces chalets décident de municipaliser ça, tu vas prendre tout mon terrain, toi? Tu vas prendre tout le terrain parce que le chemin, c'est mon terrain. Bien là, ça dépend. Est-ce que c'est un chemin. Sans dédommager ou quoi? C'est quoi? Mais le chemin, là, vous parlez du cadastre, mettons, où le chemin, il n'est pas cadastré? Oui, il est cadastré, il n'est pas arpenté. Les chalets sont dans le milieu du chemin. Moi, j'ai un morceau avant, puis j'ai un morceau après. Puis là, il y a un juge qui s'est construit, tout à fait en arrière. Là. OK. Mais là, si 6 de ces chalets décident de demander à la municipalité de prendre le chemin, vous allez prendre le chemin à partir du début du chemin municipal jusqu'au dernier chalet? C'est ça que vous pouvez faire? Oui, parce que ces personnes-là, ça, c'est une autre affaire que je voulais vous apporter comme information. Mais c'est votre chemin? Oui. Le chemin vous appartient? Oui. Donc, dans le cas, je vous dis... C'est parce qu'ils veulent créer une association de lacs. Mais il y a un chalet qui touche au lac. Ouais. 2. Les autres touchent pas au lac. Faut-il que le chemin appartienne à soit un propriétaire ou une association de propriétaires qui veut le municipaliser, voyez-vous? OK. Si vous êtes le propriétaire du chemin et que vous ne voulez pas le municipaliser, vous avez juste à dire OK. C'est mon terrain. C'est ça. Voyez-vous? Mais pour une information pour vous, les actes notariés pour les chemins, la réparation puis l'entretien des chemins, selon la loi provinciale, est attribué aux utilisateurs du chemin. Ça veut dire que chaque chalet, vous avez une partie de l'entretien du chemin à faire. Ça ne peut pas être la responsabilité du propriétaire du chemin. À moins que le propriétaire décide de passer avec des gros trucks, il est responsable de faire le dommage. Mais l'entretien, c'est les utilisateurs du chemin qui le font. Ça veut dire que tous les chalets sont tenus de contribuer ensemble à entretenir le chemin. Oui, puis il existe, lorsqu'il y a des différences ou des conflits, il existe aussi des processus. Des recours, oui. Il y a un processus pour que la municipalité prenne en charge l'entretien d'un chemin privé. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, fait que là, dans le cas des gens sur McGarry, vous avez des coûts reliés à l'entretien du chemin qui sont partagés. Si jamais il y avait mésentente dans le partage, il y a un autre processus plutôt que la municipalisation, c'est la gestion, la prise en charge de l'entretien d'un chemin privé par la municipalité. Mais encore là, ça doit faire l'objet d'un processus démocratique là, par pétition, etc. Merci. Plaisir. Oui, en ligne. Madame Saint-Saëns, je vous écoute. Oui, je regarde les affaires de règlement là, pour la démolition. Oui. Ça comprenait des
comme des règlements vraiment pour la démolition, mais ça faisait aussi que vous identifiez des immeubles patrimoniaux. Susceptible d'avoir une valeur patrimoniale. Ouais. Mais ça disait là-dedans, dans la définition d'un immeuble patrimonial, c'est n'importe quoi qui est bâti, qui est construit avant 1940. Hein? Pas n'importe quoi, non. C'était quoi? En fait, il y a, oui, comme un bâtiment patrimonial est construit avant 1940, mais ce n'est pas tous les bâtiments construits avant 1940 qui sont dans la liste, dans l'inventaire des bâtiments susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale. Donc, il y a eu une inspection par la MRC en 2010-2011, puis il y a une liste de bâtiments qui sont susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale qui a été soumise à la province. Puis là, ces bâtiments-là sont dans la liste, mais il y a beaucoup de bâtiments ou de propriétés qui précèdent 1940 qui ne sont pas dans la liste. Ben, si on regarde la définition d'un immeuble patrimonial, ça dit un immeuble construit avant 1940. OK. Est-ce que... C'est pas compliqué, là. C'est comme assez... Est-ce qu'on peut juste aller voir, là? Il y a sûrement une explication. Dans les définitions au début, là. Oui. Dans les définitions. Juste dans la définition au début de la phrase. OK. Bon, c'est du règlement. Définition. OK. OK. Oui, il y a... OK. Un immeuble construit avant 1940, puis là, il y a une virgule. Un immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel, un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou un immeuble inscrit dans le tableau d'inventaire des immeubles et bâtiments susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale de l'annexe A, préparé et mis à jour par la municipalité régionale de comté. Bon, ben, moi, je lis ça, puis je dis, ben, tous les immeubles bâtis avant 1940, c'est des immeubles patrimoniaux. Puis là, si tu veux vendre à quelqu'un, tu es obligé d'avoir l'approbation de la municipalité. Ou si tu veux démolir, tu es obligé de donner 10 000 en garantie. Hey, c'est grave, ça, là. C'est comme... Oui, ben, comme je vous dis, c'est... Ben des maisons, ma chambre, là, ben partout, là. Oui, l'objectif de la province, encore une fois, c'est que, bon, il y a eu une prise de conscience là, dans les dernières années suite à la destruction d'immeubles dans des villes comme... Pardon? Oui, mais il y a eu des... Oui, ou bien, mais c'est ça, il y a d'autres bâtiments, je ne sais pas si c'est à Chambly ou dans des... Oui, à Chambly qui ont été détruits. Des immeubles qui ont été détruits, puis là, la province a dit, ben, écoutez, il faut arrêter l'hémorragie, donc voilà. Si arrêter l'hémorragie, ça coûte cher en démon pour tout le monde, ça, là. Tous les immeubles avant 1940, il y en a beaucoup, là. Non, c'est pas tous les immeubles. En fait, si vous regardez... Mais il faudrait peut-être le dire autrement, parce que moi, la manière dont je lis ça, mais en fait, il y a une virgule, ça veut dire que c'était ça, puis après ça, c'est comme... Faudrait que ce soit plus clair. Je pense que ça peut avoir plusieurs sens, le sens immeuble patrimonial, mais puis là, Mme Maître Loubier pourra en juger, est-ce qu'on doit retirer ce passage-là, mais selon moi, c'est un immeuble patrimonial, là, ça, c'est un des critères. Un immeuble ne peut pas être considéré patrimonial s'il a été construit après 1940. Puis là, pour être un immeuble, pour être assujetti au règlement qu'on voit là, il faut qu'il apparaisse dans la liste, dans l'annexe A. Il faudrait peut-être dire un immeuble qui remplit les conditions suivantes. Puis le dire. Ben, en tout cas, autrement, ben, moi, je pensais, c'est sûr qu'on avait nos vieilles maisons, c'était toutes des vieilles maisons qui tombent en ruine. Là. Ouais, non, je comprends. En plus, ça coûte 10 000 qu'il faut déposer. Ça, pas par tout contre, le monde qui a 10 000 à déposer. Je comprends. Qu'on va revoir après que les travaux sont finis, si vous voulez nous le remettre. C'est pas correct, ça, il me semble. Si un bâtiment tombe en ruine, à ce moment-là, il y a une exception là, à l'article 12. Ah bon? En fait, non, ce n'est pas à l'article 12, c'est juste un peu plus bas. Là. Oh, l'affaire de 50 là? Exactement. 50 des... Oui.
Mais ça ne prend rien que quelqu'un qui a une vieille maison, qui est toute abîmée, puis qui veut la démolir, ben, il n'a pas le 10 000 à vous donner pour en attendant, de l'avoir fait. Peut-être que ce serait mieux de le mettre, de mettre ça dans des endroits où est-ce que, dans l'endroit où est-ce qu'on met les taux, là, le règlement où est-ce qu'il y a les tarifs pour les choses, là. Ouais. Parce que vous allez peut-être trouver que 10 000 c'est trop. C'est comme, si tu parles à du monde qui ont des vieilles maisons, ben, la plupart du temps, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ben, demande-le pas 10 000 en, Ouais. en dépôt, juste de même. Puis quand tu es âgé, ben, tu n'en as pas d'argent. Oui, je comprends, mais pourquoi quelqu'un, mais encore une fois, pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'argent voudrait démolir un bâtiment? Parce que c'est sûrement dans le but de se reconstruire, oui. Mais comme nous autres, on en a un ici, là, comme une vieille maison, là, puis la galerie tout après tombe en ruine. Oui. Puis, je veux dire, ça avait été fait avec de la miouf, là. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que ça apparaît dans la liste en annexe A? Non, non. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on va demander notre permis de démolition, là, on va être obligé de faire un dépôt de 10 000 $? Non. Si votre bâtiment n'est pas dans l'annexe A, votre bâtiment n'est pas assujetti au règlement. À ce moment-là, c'est juste d'obtenir un certificat d'autorisation pour la démolition. Les seuls bâtiments qui sont assujettis, ils apparaissent dans l'annexe A. Puis encore là, s'ils apparaissent dans l'annexe A, mais qu'ils ont, par exemple, perdu plus de 50 % de leur valeur, ben là, ils sont plus assujettis. On peut juste obtenir un certificat de démolition comme pour tout autre bâtiment, voyez-vous. Donc, c'est les seuls bâtiments là, qui sont assujettis, c'est sûr que la province pense qui ont une valeur. Possiblement vouloir protéger étant donné qu'ils sont susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale. OK, c'est bien ça. Parfait. Je suis content que j'ai répondu à vos questions. L'autre chose, c'est comme, qu'est-ce que vous faites quand la personne veut vendre, puis son affaire est dans, sa maison est dans la liste? Oui. Puis, pouvez-vous dire non? C'est quoi l'affaire? Pourquoi avoir une... Non, c'est vraiment c'est un règlement sur la démolition. Là. Il n'y a pas de... Ben, c'est marqué là-dedans quelque part là, que si on veut vendre, il faut que ce soit... faut faire approuver ça là, par le... Oui, dans le cas des immeubles à logement, est-ce que c'est bien ça? Richard, c'est... Non, c'est ça là-dedans. Puis là, on nous dit de mémoire là, que c'est dans le cas des immeubles à logement. On peut peut-être vérifier, mais écoutez, c'est un premier projet, Mme Saint-Saëns. Donc, si vous avez des questions, moi, je vous invite à les soumettre par écrit à l'urbaniste, puis à venir à la séance de consultation. Là. Mais pour la vente, est-ce qu'on peut faire une... Est-ce qu'il y a quelque chose au règlement sur la vente? Là, c'est rendu une garantie de 5 000. Comme ça. Tu fais un contrôle F, quelque chose? Oui, c'est ça que je vais faire. OK. Je vais participer aux réunions. Hein. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne? Ou Mme Saint-Saëns, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, c'est bien. Merci beaucoup. Je commence. Ouais. OK. Parfait. Donc, on retourne. On va poursuivre la rencontre rapidement. OK. Travaux publics, appel d'offres 2023, SOU 320-004. Location de camions avec opérateur pour le transport de vrac. On a reçu des soumissions. On rappelle aussi la résolution que le Conseil a adoptée récemment là, sur je dirais, le respect de la réglementation municipale là, des entrepreneurs avec qui la municipalité fait affaire. Puis donc, voici la liste établie. Là, si on peut aller à la proposition. Dans le fond, on recommande au Conseil d'adopter la liste d'appels qu'on voit à l'écran pour les camions avec opérateur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé par M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Ça va. Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 7B, appel d'offres 2023 SOU 320, fourniture de matériaux en vrac. Donc, avant, il y avait le transport, là, c'est pour la fourniture de matériaux. Puis, on fait, encore une fois, on fait un appel de proposition, puis vous voyez le tableau.
C'est pour les lots 1 à 6, là, donc tout dépendamment des adresses. Il y a une liste d'adresses sur le territoire municipal, là, puis des prix en fonction des différentes adresses. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7C, achat de véhicules légers pour le service des travaux publics et pour entériner les achats de véhicules auprès du Centre des questions gouvernementales. Donc, il y avait une résolution qui avait été adoptée en juillet 2022. Finalement, il y avait on l'a vu, il y avait une pénurie là, de fourgonnettes. Là, donc, on a exprimé le besoin d'acquérir, encore une fois, 2 camionnettes 4x4. On prévit l'achat de marque modèle Chevrolet Silverado. Bon, la municipalité bénéficie de prêts avantageux avec le CAG pour l'acquisition de 2 camionnettes 4x4. Donc, on modifie les résolutions 2249 et 22200, telles que décrit plus haut. Puis, on décrète une dépense totale de 162 836 $ plus taxes financées à même les règlements d'emprunt 1986, 20805 et 21821 sur une période de 10 ans pour l'achat des 2 camionnettes qu'on voit plus haut. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, puis de M. Meunier. Questions, commentaires? Ça va? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 7D, projet Forêt des Érables, phase 2.2 et 2.3. Donc, il y avait eu une entente, on parlait d'entente sur les travaux municipaux, là, plutôt, il y a eu une vérification des chemins. Il y a des corrections à faire. Avant que le chemin soit municipalisé, le promoteur s'engage à faire des corrections. Il y a eu une estimation des coûts reliés aux corrections à réaliser. Puis, dans le fond, on accepte de remettre une partie de la caution au promoteur, partie de la caution qui est évidemment... on maintient une caution qui est supérieure ou à peu près équivalente à l'estimation des travaux de correction, là, puis on remet la balance au promoteur, dans le fond. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, la municipalité s'assure de garder en caution au moins les coûts nécessaires là, à la complétion, mais le promoteur s'engage à le faire. En 7E, contrat pour l'achat d'abat poussière. Encore une fois, c'est un appel d'achat regroupé là, à l'échelle. Il y a des zones sur le territoire provincial là, qui sont divisées. Les municipalités se joignent à l'achat regroupé. Donc, on estime avoir besoin de 405 000 litres au plus là, de calcium liquide. Ce n'est pas un engagement d'acquérir 405 000 litres, c'est une estimation approximative. Calcium liquide, 35 % à l'entreprise Multiroute, une somme de 37,8 sous par litre. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé par M. Meunier. Question, commentaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Achat d'une fourgonnette modèle 2023. On désire faire l'achat d'une fourgonnette de marque Ford Transit 2023 ou Ram ProMaster 2023 pour le service des travaux publics. On a une entente avec Daniel Paré Dodge Chrysler là, quand on fait une analyse des prix. On obtient les meilleurs prix avec Daniel Paré Dodge Chrysler à 58 859 $ pour la Ram ProMaster 2023. Même chose assigné à certains règlements d'emprunt aux travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur pour la question? Proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Ross. Question, commentaire. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8, sécurité incendie et sécurité civile, adoption du plan de sécurité civile révisé. Donc, le plan de sécurité civile est révisé périodiquement. Des fois, il y a des modifications ou des prescriptions additionnelles ajoutées au plan par la province. Donc, le plan de sécurité civile qui a été présenté aux membres du Conseil le 13 mars 2023. On vient, entre autres, faire toute la mise à jour de l'ensemble des personnes au sein de l'organisation municipale qui ont un rôle là, lors de la réponse, lors de sinistres, etc. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par M. Lebel, appuyé par Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8B, nomination d'officier au sein du service de sécurité incendie et de la sécurité civile. Donc, on vient nommer différents lieutenants. Donc, M. Francis Cousineau à la caserne A1, groupe A, caserne 1, groupe B, M. Alain Filiatro, caserne 2, M. Scott Taylor Bozeman. Puis on les remercie, là, il y a toute une série de formations assez avancées, ardues et longues là, à suivre. Donc, merci à M. Cousineau, Filiatro et Bozeman, Taylor Bozeman. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur. Ajustement au contrat d'Anitech, service de contrôle animalier pour 2022-2023. Donc, on a eu une entente avec Anitech qui nous offre un excellent service là, en matière de contrôle animalier. On nous demande une bonification, là, étant donné l'ajustement, il y avait un ajustement annuel de 2 %. C'est une petite entreprise locale, donc on fait un ajustement de 3 % là, pour les années 2022 et 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Ross. Questions, commentaires? Non. Ça va. Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9B, rescinder la résolution 22-323, renommer les comités municipaux et non municipaux et nomination des membres et des représentants de ces comités pour l'année 2023. Donc, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Il y a des modifications là, par rapport à la présence des conseillers et des présidences sur certains comités. Donc, on fait une mise à jour de la résolution. Entre autres, il y a Mme Ross qui prend la présidence du comité incendie et sécurité civile. M. Meunier qui se joint au comité. Le comité de démolition, il y a une résolution distincte. Et puis, il y a Roquebrune sur l'agence et M. Lebel qui vient se joindre au comité. Est-ce que j'en oublie? Je pense que c'est tout. En tout cas, la résolution est entière. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Meunier. Puis merci là, à vous tous là, pour vos présidences et vos présences sur les comités. Pour le comité de nomination des membres du comité de démolition, dont on parlait plus tôt, donc les membres seront Richard Gervais, président, M. Claude Giroux et M. Daniel Meunier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Ross. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ressources humaines, embauche de chargé de projet en environnement. Donc, on vient pourvoir un poste de chargé de projet en environnement pour la planification de la mise en œuvre d'actions nécessaires de projets le relevant du service de la direction du développement durable. Il y a Mme Dominique Lavoie, biologiste, qui avait été embauchée à titre d'employé temporaire en août 2029. Puis on vient confirmer sa permanence. Là. 2029. Pardon, il y a une erreur dans août 2022, pardon. J'ai 29 août 2022 et non pas 22 août 2029. Merci. Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'embauche? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Meunier. Donc, il y aura une période de probation là, de 6 mois là, avant la confirmation du poste. Embauche d'une agente au service aux citoyens. Donc, il y a eu, le poste était dépourvu, là, il y a eu des déplacements à l'interne. On a fait un affichage interne. Il y a eu une candidature, la personne a changé d'idée, on a fait un affichage externe. Et puis, c'est Mme Marie-Claire Chartrand qui a été embauchée pour le poste d'agente au service aux citoyens. Encore là, il y aura une période de probation de 6 mois. Et ensuite, avant la confirmation de la permanence, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
C'est bon. Et puis l'autre jour est épuisé, donc la séance se termine. Il est 9h23. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.